Bonjour, bienvenue à tous. Pour suivre avec nous ce journal, dont tels sont les principaux titres de ce 15 heures. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu une délégation chinoise portant sur le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Djibouti au cœur de l'engagement continental pour l'Afrique qui est mobilisé à Londres où s'est rendu le ministre de l'économie et des finances. Et les États-Unis ont suspendu un accord technologique de 40 milliards de dollars avec le Royaume-Uni. C'était les titres place au développement de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta, Mohamed Dilleta, a reçu ce matin au Parlement une délégation chinoise de haut niveau introduite par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Hu Bin, et conduite par le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Shanghai. Était également présent à cette rencontre l'honorable Seleban Daher Bilé, président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed. Les échanges ont mis en lumière la solidité des relations d'amitié et de coopération unissant la République de Djibouti à la République populaire de Chine, ainsi que le dynamisme positif impulsé par les plus hautes autorités des deux pays. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a exprimé son honneur d'accueillir une délégation de ce rang au sein de la Maison du Peuple, salué également les relations et les réalisations remarquables de la Chine à Djibouti, réaffirmer sa ferme volonté de consolider davantage les relations fraternelles entre les deux pays, notamment à travers le renforcement de la coopération parlementaire, les échanges d'expériences, tout en remerciant la Chine pour son appui constant au Parlement djiboutien. Nous allons à Londres où le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a participé à la séance plénière de la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement qui s'est tenue à Londres le 16 décembre. Cet événement, co-organisé par le groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, en collaboration avec le gouvernement du Ghana, du Royaume-Uni, a rassemblé des partenaires au développement des pays bénéficiaires des organisations internationales dans le but de mobiliser les fonds essentiels pour le développement durable de l'Afrique. Parmi ces pays figurent donc Djibouti, la Gambie, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, l'Éthiopie, la Guinée. Ilyas Moussa Dawale a, dans une intervention, réaffirmé l'engagement du gouvernement djiboutien à promouvoir la coopération régionale internationale et ce afin de favoriser le développement inclusif. Il a également souligné l'importance d'une action collective à relever les défis auxquels l'Afrique fait face. La ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a participé à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et également au 6e forum ministériel arabe de l'habitat sur le développement urbain durable qui se sont tenus du 14 au 16 décembre à Doha au Qatar. La délégation comprenait également l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, placé sous le patronage de Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Ben Jassim Al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. Ces assises ont été organisées par le ministère du Développement social de la famille autour du thème développement urbain durable pour l'avenir des futures générations. Retour dans l'actualité également, la présidente de la Commission nationale indépendante pour la lutte également et la prévention contre la corruption, Mme Badria Zakaria Cheikh Ibrahim, a pris part aux côtés de M. Hassan Issa Soldan, inspecteur général d'État, à la 11e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui s'est tenue au Qatar du 15 au 19 et se tiendra et se poursuit jusqu'au 19 de ce mois. À cette occasion, la présidente est intervenue pour présenter l'engagement constant de la République de Djibouti en matière de prévention et de la lutte contre la corruption.
Dans un discours prononcé à cette occasion, la présidente de lutte contre la corruption djiboutienne a souligné l'importance de la collaboration entre les États parties pour renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la confiance dans les institutions publiques. Mesdames et messieurs, la corruption ne connaît ni frontières, ni idéologie. Elle s'infiltre partout où l'éthique recule. C'est pourquoi aucun pays, aussi déterminé soit-il, ne peut la combattre seul. La lutte contre la corruption est un chantier permanent, tant les défis demeurent considérables. C'est pourquoi la République de Djibouti en appelle à une mobilisation collective et durable fondée sur 5 convictions. Premièrement, la corruption n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix humains. Elle peut donc être combattue par la volonté politique, la transparence institutionnelle et la responsabilité morale. Deuxièmement, la prévention doit primer sur la répression, car si punir est nécessaire, prévenir reste plus puissant. En fait, c'est depuis l'école que doit se forger la culture de l'intégrité. C'est pour cela que la Commission a fait de l'éducation à l'intégrité une priorité nationale. Avec le ministère de l'Éducation et les médias publics, nous travaillons à transmettre aux jeunes l'idée que l'honnêteté n'est pas naïve, elle est courageuse et transformative. Dans cette dynamique, nous venons de produire un livret éducatif sous forme de bande dessinée destiné aux jeunes élèves des écoles primaires afin de les initier à travers de petites histoires quotidiennes aux notions de corruption, d'honnêteté, de la valeur du travail personnel et surtout du respect des autres. Un module de formation anticorruption destiné aux étudiants de l'université en fin de cycle est déjà en cours d'élaboration. Troisièmement, la société civile, les médias et le secteur privé ne sont pas des spectateurs. Ils sont les piliers de la transparence. Nous devons leur ouvrir la porte de la gouvernance, leur donner accès à l'information et les associer au suivi des politiques publiques. Quatrièmement, la coopération régionale et internationale doit être plus concrète. Djibouti appelle à une solidarité active entre États parties pour le partage des informations, la récupération des avoirs, l'assistance judiciaire et la formation des magistrats et des enquêteurs. Dans cet esprit, la Commission œuvre au renforcement de sa collaboration avec le réseau MENA-INRA et GLOBE pour le recouvrement et la restitution des avoirs détournés. Elle a également conclu des conventions avec d'autres pays, notamment le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie saoudite, dont je salue les représentants à cette conférence. Cinquièmement, nous devons réhabiliter la confiance. La corruption est un poison moral avant d'être un délit. Elle sape la confiance entre l'État et le citoyen. Notre combat à Djibouti, comme ailleurs, ne doit pas être seulement institutionnel, il doit être éthique, culturel et social. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République de Djibouti reste résolument engagée à mettre en œuvre l'esprit et la lettre de la Convention des Nations unies contre la corruption. Nous croyons en un avenir où la gouvernance sera au service du citoyen, où la confiance remplacera la suspicion et où la transparence deviendra la norme et non l'exception. Tel est le sens de l'un des axes de notre plan national de développement 2025-2030 qui tire sa substance de la vision Djibouti 2035 en phase avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 16, dont plusieurs cibles sont directement liées à la lutte contre la corruption. Vivement que cette 11e conférence de Doha marque une étape décisive vers un monde d'intégrité renouvelé, un monde où la probité publique n'est pas un idéal lointain, mais une réalité vécue au quotidien. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier au Sheraton Hotel dans l'ouverture nationale sur la validation du cadre juridique et institutionnel de mise en œuvre de la Convention de Rotterdam prévue sur 2 jours, c'est-à-dire du 16 au 17 décembre, avec l'appui du secrétariat de la Convention de Rotterdam et le soutien des partenaires techniques et financiers. Cet atelier s'inscrit dans les efforts continus déployés par la République de Djibouti pour renforcer la gouvernance nationale des produits chimiques et protéger la santé humaine, ainsi que l'environnement contre les risques liés à l'importation, l'utilisation et au commerce des produits chimiques et pesticides dangereux. Ratifiée par Djibouti en 2004, cette convention est un instrument international juridiquement contraignant. La santé humaine et l'environnement contre les risques que posent certains produits chimiques et pesticides dangereux. Elle représente également un engagement ferme de notre nation envers la transparence, la coopération internationale et la maîtrise des risques associés au commerce transfrontalier des substances dangereuses. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour vocation d'examiner, d'amender et de valider plusieurs livrables essentiels, parmi lesquels on peut citer le plan d'établissement du système national d'enregistrement, d'autorisation et de licence des produits chimiques, les projets de décret définissant le fonctionnement de ce système et instituant le Comité national de coordination sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Et enfin, le plan d'action national qui constituera la feuille de route stratégique pour une mise en œuvre progressive, structurée et efficace de la Convention de Rotterdam. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la gestion des produits chimiques est un enjeu transversal qui touche à la fois la santé publique, la sécurité environnementale, le développement agricole, le commerce extérieur, l'industrie, la douane, le transport et même la sécurité nationale. L'Université de Djibouti a accueilli une conférence sur la vision diplomatique et sécuritaire du Japon. Organisée le 15 décembre, cette conférence est dédiée à la vision diplomatique et sécuritaire du Japon, placée sous le thème « L'Indo-Pacifique libre et ouvert ». L'événement s'est tenu en partenariat avec l'ambassade du Japon à Djibouti. Cette conférence a réuni des universitaires, des étudiants, des chercheurs ainsi que des représentants institutionnels venus échanger autour des enjeux géopolitiques sécuritaires de la région Indo-Pacifique, considérée aujourd'hui comme un espace stratégique majeur pour la stabilité et le développement mondial. Lors des interventions, les conférenciers ont mis en lumière les principes fondamentaux de la vision japonaise, notamment la promotion de la paix, la stabilité, le respect du droit international, la liberté de navigation et le renforcement de la coopération internationale. À la conférence sur Indo-Pacifique à Bruxelles nous montre l'intérêt de Djibouti lui-même pour ce sujet paraît être en augmentation. Donc, nous espérons que l'exposé aujourd'hui du professeur Kanerala aura permis aux participants djiboutiens de mieux comprendre ces enjeux. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du directeur lors de cet atelier. La conférence revêt une importance particulière pour Djibouti, pays situé au cœur d'un espace géostratégique majeur, autant que point d'accès stratégique à la mer Rouge, au détroit des Bab el-Mandeb et du Golfe d'Aden. Djibouti joue un rôle central dans la sécurité maritime et la stabilité régionale. Les menaces liées à la piraterie, au terrorisme maritime, à la protection des infrastructures portuaires et à la fois sécuritaire et à la fois la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement exigent des réponses concrètes fondées sur la coopération et l'échange d'informations. Dans ce contexte, l'expérience du Japon et son attachement au multilatéralisme et au droit international constituent une référence précieuse. Cette rencontre offre ainsi un cadre privilégié de réflexion collective en vue de promouvoir une région indo-pacifique libre, ouverte et sûre. Dans le reste de l'actualité, l'IGAD, en collaboration avec la Direction générale des domaines et de la conservation foncière, a organisé un atelier de présentation de validation du projet politique foncière national. Cet atelier a vu la présence du secrétaire général du budget ainsi que du préfet de Tandjoura, marque une étape déterminante dans la modernisation de la gouvernance foncière du pays.
Cet atelier vise également à restituer les conclusions essentielles du travail d'étude et à recueillir également des observations finales des acteurs territoriaux et institutionnels, à consolider un consensus sur les orientations stratégiques retenues. Pendant 2 jours, les participants ont examiné les axes stratégiques de la politique, les mécanismes de mise en œuvre, les enjeux liés à l'aménagement du territoire, ainsi qu'à la gestion des litiges fonciers, la sécurité foncière au milieu rural, l'accès aux femmes à des terres, ainsi qu'à l'augmentation de l'offre de terrain destinée à la construction. Le programme inclut également des présentations techniques, des discussions ouvertes sur les interventions d'experts nationaux pour finaliser le document. À l'issue de l'atelier, la politique foncière nationale sera validée et assortie d'une feuille de route précisant les étapes de son implantation. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre les 2 interventions. Tout d'abord, celle du président du conseil régional, suivie du préfet de la région. Le pays, comme vous le savez, connaît depuis plusieurs années une transformation profonde portée par une urbanisation rapide avec un développement durable, un développement d'infrastructures stratégiques dû à l'essor des activités logistiques et une croissance démographique soutenue. Dans ces contextes dynamiques, la gestion du foncier devient un enjeu majeur pour garantir un développement durable, harmonieux et au niveau du territoire national. Les cadres fonciers actuels demeurent complexes et dispersés. Il y a aussi les pressions sur les terres urbaines et périurbaines qui s'accentuent, d'où l'insécurité foncière qui persiste. Il y a aussi la coexistence entre droits coutumiers et droits modernes qui créent parfois des tensions, des zones d'incertitude. Suite à des enquêtes et des entretiens avec l'ensemble des départements sectoriels, l'IGAD compte mettre en œuvre ce projet avec un financement du Fonds africain pour le changement climatique. De ce fait, une stratégie qui tient compte des régimes fonciers, des droits coutumiers et formels, à savoir l'accès et l'usage de la gestion des terres, garantir les droits de propriété, l'équité et l'inclusion, dire l'accès à la terre aux groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Qu'il y ait aussi un développement durable lié au développement économique et la préservation environnementale. Aussi à la gestion des conflits et établir un cadre de gouvernance inclusive. J'exprime ma gratitude au ministère des Affaires étrangères, à l'IGAD, ainsi qu'aux départements sectoriels, en particulier le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Habitat, la société immobilière, le ministère du Budget, les autorités régionaux et les communautés qui ont œuvré de près ou de loin à l'élaboration d'une stratégie nationale sur la politique foncière. Quant au secrétaire général du ministère du Budget, il a indiqué qu'il s'agissait là d'un enjeu majeur dans la modernisation de la gouvernance foncière du pays. C'est un grand honneur et un immense plaisir que je prends part à vos côtés à l'ouverture de cet atelier de validation consacré au rapport provisoire de la politique foncière nationale de Djibouti, qui marque une étape essentielle dans notre démarche collective visant à moderniser et sécuriser la gestion du foncier dans notre pays. Le rapport provisoire qui nous réunit aujourd'hui représente un travail important, fruit d'analyses techniques, de consultations et d'observations de terrain. Il met en lumière les défis auxquels nous faisons face, à savoir la rareté de ressources foncières, l'accès équitable des femmes et jeunes aux fonciers, les exigences d'investissement et la nécessité de prévenir les conflits liés à l'occupation ou à l'attribution des terrains. La politique foncière sera un outil essentiel
pour mieux répondre à ces défis. Son objectif est de proposer des actions concrètes et des recommandations afin de rendre la gestion foncière plus efficace, plus transparente et plus inclusive. Cet atelier a pour objectif aujourd'hui de vérifier, enrichir et valider les orientations proposées afin que la politique foncière nationale repose sur des bases solides telles qu'une gouvernance transparente et équitable, un système cadastral fiable et modernisé, des procédures claires d'attribution et de sécurisation des titres. Votre expertise et vos observations pertinentes seront déterminantes. Ce sont vos contributions qui permettront d'affiner le rapport, de corriger ce qui doit l'être et d'assurer que les choix politiques futurs soient alignés sur les besoins réels du pays et des attentes de la population. Je vous invite donc à un échange franc, rigoureux et constructif dans un esprit de collaboration qui caractérise nos travaux. Ensemble, nous poserons les fondations d'une politique foncière plus juste, plus efficace et plus adaptée aux ambitions de Djibouti. Et nous poursuivons ce journal en allant dans la région de Dikil dans le cadre du projet de renforcement des capacités techniques et opérationnelles du Forum des associations et ONG pour le développement financé par l'Union européenne, mise en œuvre par le consortium PLE-IRICA. Une cérémonie a eu lieu dans la localité de Teweo. Il s'agit de l'aménagement d'une parcelle de terrain d'1 hectare pour 20 bénéficiaires, notamment des femmes du village. Était également présent à cette cérémonie le président du conseil régional, M. Mahad Hussein, du préfet adjoint de la région, Idriss Hussein, du président du conseil d'administration de l'ONG PLE, Ousmane Bouh, ainsi que le directeur exécutif Dabbar Moussa, le président du Forum des associations, Suleiman Daher. Les 20 bénéficiaires de parcelles ont reçu des lots de matériel agricole. Ils ont également été formés sur les techniques de l'agriculture, précisément la culture maraîchère et pépinière. Les travaux réalisés par un prestataire originaire de la région ont été donc réceptionnés en présence des autorités locales, les chefs coutumiers du secteur. Ces derniers n'ont pas manqué de remercier l'Union européenne pour son appui financier permanent au consortium PLE-IRICA pour la réalisation également de ce projet. Et suivant cette fois cette réaction du président de l'association PLE. Pour le financement des 3 localités, Tewero, Boli et Dalan. Donc ici c'est la première localité, Tewero, clôturé 1 hectare pour 20 familles, ce qui revient à 500 mètres carrés par famille. Donc c'est la première et il nous manque beaucoup de choses. Il faut les accompagner d'abord, les former, mettre à leur disposition un stock de, des matériels et des fertilisants. Donc c'est une des premières et nous félicitons, nous remercions l'Union européenne pour ce projet-là. Et je remercie aussi le président du conseil régional, M. Mahad, et le préfet adjoint, M. Idriss, que ceux qui se sont déplacés avec nous pour superviser ces distributions et ces dons pour la population de Tewero. J'espère qu'ils vont profiter de cette occasion pour rendre utile la terre. La brigade des douanes d'Ali Sabieh, en collaboration avec les éléments de la police, du détachement d'Ali Sabieh et de l'armée Bias, ont intercepté dans les zones montagneuses de la ville d'Ali Sabieh une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total est estimé à 3500 kg de khat ainsi que de bouteilles d'alcool, les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon les procédures standards en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, M. Mohamed Moumin Hassan.
En sport, cette fois, la Super Coupe de Hand de édition 2025-2026 s'est déroulée le 12 de ce mois au lycée d'État, rassemblant deux rencontres de haut niveau. Premier match garçon d'État Transit et contre les gardes-côtes, un duel très attendu, donc qui a permis un engagement et une performance des joueurs. Le deuxième match, les filles de la gendarmerie nationale contre Hayablé, une confrontation qui a mis en valeur le talent et l'évolution du foot féminin. Le match garçon a été remporté par l'équipe de la garde-côte sur un score de 27-25 contre Dita Transit. C'était un match intense, serré, mais les gardes-côtes ont réussi à prendre le dessus en fin de compte. Contre donc les équipes féminines, l'équipe féminine de Hayablé a remporté le match avec un score de 23-21 contre la gendarmerie nationale. C'était un match très disputé, mais les joueuses de Hayablé ont réussi à prendre le dessus et à remporter la victoire. Et à l'issue de ces rencontres, nous avons recueilli pour vous cette impression du président par intérim de la Fédération djiboutienne de handball. Ce vendredi 12 décembre, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball vient de clôturer les finales de la Supercoupe de Djibouti. Donc deux matchs étaient à l'affiche, opposant quatre équipes de taille. Donc chez les messieurs, c'était l'équipe de Dita Transit contre l'équipe des gardes-côtes. Et du côté des dames, la rencontre a opposé les Amazones de la gendarmerie à l'équipe de Hayablé. Donc c'est dans une ambiance hautement et chaudement électrique que les deux parties ont eu lieu. Et un public venu des quatre coins de la capitale est venu applaudir. Donc Dieu merci, tout s'est déroulé comme nous le souhaitions. Et Inch'Allah, nous nous disons à bientôt pour l'ouverture du championnat national de la saison sportive 2025-2026. Je vous l'ai annoncé dans les titres, les États-Unis ont suspendu un accord technologique de 40 milliards de dollars avec le Royaume-Uni. Selon des sources proches du dossier, les autorités américaines expriment leur inquiétude quant à certaines politiques adoptées par le Royaume-Uni, jugées potentiellement incompatibles avec les intérêts des entreprises technologiques américaines. Les désaccords portent notamment sur la régulation des plateformes numériques, la protection des données, l'approche britannique vis-à-vis des standards alimentaires qui pourraient affecter le commerce transfrontalier. Et donc l'accord suspendu visait notamment à renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis.